1. Donc bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'animer cette table ronde sur le thème de l'enseignement, donc intitulée Formation, Université, École, êtes-vous prête à bousculer vos programmes, avec des intervenants de grande qualité sur le sujet. Donc monsieur André Sobzak, professeur à Audencia Business School, monsieur Armand Herman, président et cofondateur des EcoLearn, monsieur Marc Janvier, directeur d'un lycée agricole et vice-président de la CNEAP. Et enfin, monsieur Dominique Siama, directeur de l'école de design CY. Cette table ronde sera l'occasion de creuser les enjeux de formation dans l'appréhension et dans la compréhension des problématiques écologiques, donc environnementales et sociales. Et donc, on va commencer par un tour de table sur l'état des lieux de la formation sur ces enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement de manière générale et dans les formations alternatives. Donc, qui veut prendre la parole en premier ? Je me lance. Oui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors j'ai la particularité de ne pas venir du monde académique. Moi j'ai travaillé en entreprise et en conseil pendant 20 ans en développement durable. Donc je témoignerai plutôt du point de vue des besoins de compétences dans l'entreprise, qui est la cible et ce que sont les formations que dispense EcoLearn. Pour témoigner du fait que quand j'étais en charge du développement durable au sein du groupe Accor, j'ai pris conscience de l'absence et de la faiblesse de la compréhension de ces sujets de développement durable auprès de tous les collaborateurs et les dirigeants de l'entreprise. Pardon, il y a un effet de Larsen. Et vraisemblablement, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a plusieurs situations possibles. Soit on a des personnes qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, et c'est particulièrement vrai dans le monde des dirigeants, et ce qui est un vrai frein à l'engagement et à l'action des entreprises. Et puis on a une deuxième situation qui se généralise aussi, et c'est souhaitable et c'est dangereux à la fois. Ce sont des gens qui sont très motivés, qui se sont intéressés à ces sujets de développement durable, qui ont envie d'agir, mais qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas appris la grammaire du développement durable. Et en fait, sur le long terme, et je l'ai vécu en tant que directeur de développement durable, ça devient problématique parce que ça peut désorganiser l'organisation, ça peut disperser les énergies. Et donc, dans les deux cas, il s'agit de véritablement entrer dans une formation qui donne des compétences et qui donne des méthodes pour adresser un problème qui est phénoménal, qui est la conversion des entreprises à un modèle beaucoup plus durable. Est-ce que quelqu'un veut rebondir peut-être le point de vue de l'enseignement supérieur ? Je peux effectivement intervenir. En fait, donc, j'ai l'impression que globalement, l'enseignement supérieur en France est plutôt en retard par rapport, en tout cas, aux enjeux qu'il y a devant nous, et même aussi plutôt en retard par rapport à ce qui se passe dans les entreprises et par rapport aux attentes des étudiants. Alors, je ne dis pas que rien n'a été fait. Heureusement, en fait, il y a des formations spécialisées qui se sont développées. Heureusement, en fait, il y a des cours maintenant obligatoires un peu partout sur ces thématiques-là. Mais sur vraiment la transformation, en fait, de nos formations pour intégrer dans des cours, par exemple, si je parle dans une business school de finance, de comptabilité, de marketing, de stratégie, de ces enjeux, il y a encore beaucoup de choses à faire, en fait. Et on reste encore souvent dans une logique de silo. On va ajouter des nouvelles choses sans effacer, en fait, des choses qu'on a enseignées par le passé. Alors, Audencia, on essaye de travailler là-dessus avec The Shift Project. C'est le projet, en fait, qui a été mené déjà dans les écoles d'ingénieurs, Climate Sup Business, du coup, pour nous. On va essayer justement de regarder globalement, dans les métiers de la finance, par exemple, c'est quelles compétences écologiques et sociales qu'il faut absolument intégrer pour pouvoir transformer finalement la finance, les banques, le secteur financier. Et c'est un travail qui n'est pas simple, mais je pense qu'il est indispensable de l'engager urgemment et de réussir et de déployer très très rapidement après dans toutes les universités et toutes les écoles. On est d'accord sur ce point. Alors moi, je vais témoigner de ce qui se passe dans l'enseignement agricole, en particulier, et dire que il me semble que nous, on s'est emparé de ces sujets-là quand même depuis déjà assez longtemps, une quinzaine d'années, avec vraiment une accentuation de ça depuis une dizaine d'années, puis encore à l'échelle de 5 ans. Sans doute parce que
les champs professionnels sur lesquels sont portées nos formations ont été peut-être les premiers identifiés comme étant très impactés par toutes ces questions-là. L'agriculture, bien sûr, l'environnement dans son ensemble, les biotechnologies, l'alimentation, etc. Nos parcours de formation sont beaucoup orientés, évidemment, vers ces champs-là. À tel point qu'on a, au niveau de l'enseignement agricole, lancé une dynamique qu'on appelle « enseigner à produire autrement ». Alors on peut le prendre dans deux sens, hein, enseigner autrement à produire ou enseigner à produire autrement, mais pour bien montrer que ça fait l'objet vraiment d'une véritable priorité aujourd'hui dans tous les parcours de formation. Il faut savoir que tous les référentiels de formation de l'enseignement agricole ont été revisités et réorganisés en termes de référentiels de compétences. Et donc évidemment, cette nouvelle approche-là, elle dépasse simplement l'objectif des savoirs. Elle veut vraiment mettre en capacité de mettre en œuvre, en situation professionnelle, tout ce qu'on apprend, quoi. On est dans l'agir, en fait. Aujourd'hui, je crois qu'on souligne beaucoup ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup d'incantations, mais ce qu'on attend, c'est de la mise en œuvre concrète. Et le fait d'approcher une formation en termes de compétences, ça change complètement hein, le positionnement des acteurs. Je voudrais peut-être préciser un mot sur ce champ des transitions sur lequel on travaille. Nous, c'est beaucoup centré évidemment sur l'agroécologie. Mais l'agroécologie, il faut l'entendre dans une définition relativement large. Moi, je la situe en faisant référence à des personnes. L'agroécologie, pour nous, enseignement agricole, ça va de Pierre Rabhi, paix à son âme d'ailleurs, hein, avec sa sobriété heureuse, jusqu'à Michel Griffon et son agriculture écologiquement intensive. Alors je sais que ce vocabulaire peut interroger, hein, questionner, mais en fait l'objectif ici c'est de concilier, produire et respecter pour justement garantir une durabilité. Donc l'agriculture écologiquement intensive, elle est là pour servir cette cause-là et elle laisse la place donc à ce qu'on appelle l'agriculture de précision, au service de laquelle sont toutes les technologies aussi numériques aujourd'hui, quoi. Je termine juste pour vous illustrer un petit peu ce fameux plan enseigner à produire autrement qui se décline en fait sur 4 axes. Le premier, c'est encourager la parole et l'initiative des apprenants. Si je dis ça, c'est parce que là encore, on a la volonté d'associer et d'impliquer les apprenants dans la démarche. On veut quitter le protocole un peu descendant, traditionnel de l'enseignement, pour faire en sorte que les apprenants soient eux-mêmes acteurs de l'acquisition de ces compétences-là. Le deuxième axe, c'est mobiliser toute la communauté éducative. Ça veut dire que dans nos établissements, il n'y a pas un prof chargé des transitions, quoi. Il n'y a pas un prof de l'agroécologie. Tout le monde est concerné. Tous les enseignants doivent être au service de cette cause-là. Et au-delà des enseignants, tous les acteurs de la communauté éducative, éducateurs de la vie scolaire, mais également personnel de service, personnel technique, etc. Parce que ça concerne en fait tout le monde au quotidien aussi dans sa manière d'agir. Ensuite, on a un troisième axe vraiment particulier à nos établissements qui est mobiliser les exploitations annexées parce que dans un certain nombre de nos lycées agricoles, il y a une exploitation, une vraie entreprise de production. Dans l'établissement que je dirige, il y a un pôle laitier, il y a un pôle porcin, donc on est nous-mêmes acteurs de production. Donc on est invité évidemment à, nous les premiers, j'ai envie de dire, mettre en œuvre des nouvelles pratiques agricoles, agronomiques, pour servir la cause évidemment qu'on poursuit. Et puis enfin, le quatrième axe, on nous demande, nous, de développer des animations dans nos territoires, hein, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être des promoteurs évidemment de ces nouvelles pratiques et des vulgarisateurs en fait des nouveaux protocoles qui sont mis en place. Merci beaucoup. Dominique ?
Merci de me donner la parole. Et puis, merci aussi à vous de vos propres réponses à cette question-là. Je prends cette précaution parce que je veux dire des choses un peu radicales, en fait. Donc, en préambule, je voudrais dire que je suis certain que tout le monde, face à cette question-là et face aux problématiques de la transition, s'engage avec sincérité. Mais la sincérité, ça ne veut pas dire forcément l'efficacité. Parce qu'à la question université, école, êtes-vous prêt à bousculer vos programmes? Ma réponse c'est bousculer, c'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est dynamiter, exploser, éparpiller, détruire. Véritablement. C'est-à-dire que nos écoles, nos programmes sont, qu'ils le veuillent ou non, issus d'un paradigme qui est celui de la révolution industrielle et de la société de consommation. Et les écoles forment des gens qui s'installent dans ce système-là. Voilà. Et se dire qu'on va bousculer nos programmes pour se mettre à la hauteur de la transition, ça veut dire qu'on considère que la machine est bonne, mais pas le réglage. La machine n'est pas bonne. Il faut changer de machine. Donc c'est pas bousculer les programmes qu'il faut, c'est les supprimer et les remplacer par d'autres. Véritablement. Parce que les programmes sont à l'image du modèle industriel, économique, social. L'idée qu'on est, le monde est une gigantesque usine à produire, paraît-il, du bonheur, parce qu'il faut acheter des objets, des trucs comme ça. La démonstration est faite que c'est pas vrai. Cette machine ne produit pas du bonheur. Voilà. Elle produit de l'inégalité, elle produit des injustices, elle produit la guerre. C'est ça qu'elle produit. Et donc, nous, on ne va pas se mettre à faire du réglage de programme. On va juste les prendre, on va les jeter à la poubelle et on en fait d'autres. C'est ça, en fait, l'enjeu. Alors, c'est un peu lourd, hein, ce que je dis, c'est un peu lourd. Hein. Parce qu'effectivement, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça va se passer. On est des sociodémocrates, donc on va passer d'un truc à l'autre tranquillement. Mais avec cette idée qu'il faut tout changer. Il faut vraiment tout changer. Et c'est pour ça que moi je pense que la problématique, c'est pas de savoir si on s'aligne sur la transition de ceci ou la transition de cela, qui sont des vrais sujets, hein, mais comme le frein à disque d'une bagnole, c'est un vrai sujet dans la bagnole. Mais le sujet de la bagnole, c'est la bagnole en fait, c'est pas le frein à disque. Hein. Et de se dire comment on sort de la posture, justement de la compétence, c'est réel, hein, il faut avoir des compétences, pour passer à celle de l'engagement. Parce que c'est bien d'avoir des compétences, mais vous savez, je vais dire des choses horribles, hein, mais il faut que ça soit impactant. Les nazis, ils étaient hyper compétents dans la mise en œuvre de la Shoah. C'était plein de compétences. D'accord ? Donc la compétence, c'est insuffisant. C'est le projet qui est important. Pour quel projet on met en œuvre ces compétences ? C'est-à-dire, en fait, pour quels engagements ? L'enjeu, c'est comment on s'engage. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, l'enjeu de l'enseignement, c'est pas de donner des compétences aux gens, c'est à nouveau de les conscientiser pour les transformer en animaux politiques. C'est-à-dire en des personnes qui vont faire de leurs compétences professionnelles le levier de transformation du monde dans l'idée de comment on fait pour créer des conditions pour que ça se passe bien entre nous, pour nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, et ainsi soit-il. D'accord ? C'est ça l'enjeu. Et ça, je vous dis, posture hégémonique, hein, il n'y a rien de mieux qu'une école de design pour faire ça. Voilà, les écoles de design sont faites pour ça. Parce que le design, le mot design, ça vient d'un mot italien, disegno, et disegno, ça veut dire deux choses en italien. Ça veut dire le dessin, je dessine, et le dessin, EUN, c'est-à-dire le projet. Donc une école de design, c'est une école du projet. Mais votre école, en fait, c'est une école du projet. Et puis, ce que vous allez faire, c'est plutôt faire de l'enseignement du projet. Et vous, c'est une école du... Ça devrait être des écoles du projet. Vous devriez tous être des écoles de design, en fait. Au sens, une école du dessin. Comment, tout d'un coup, on chamboule tout pour pouvoir aligner, non pas nos compétences sur les problématiques de la transition, mais ceux de l'organisation de la société humaine, pour laquelle la transition est une obligation, c'est impératif. Mais il y a d'autres choses qui sont impératives. Hein. C'est la justice sociale, c'est impératif aussi. Hein. Il y a plein de choses qui sont impératives et dont qu'on n'aborde pas dans les programmes. Je ne suis pas sûr que, par exemple dans votre école, implicitement, on va aborder la problématique de la justice sociale. Explicitement, je veux dire. Il faut l'aborder explicitement, quoi. Explicitement. Et donc, on se remet à faire de la politique, en fait.
Merci beaucoup. Pour revenir sur le sujet justement de se réinventer en tant qu'école, André, est-ce que vous pouvez rebondir sur le sujet ? Oui, je suis tout à fait d'accord effectivement qu'il faut changer complètement nos façons de faire. Si je peux témoigner en fait de ce qu'on fait, par exemple à Audencia, on a la conviction qu'il faut justement travailler avec d'autres écoles, hybrider finalement les compétences pour travailler vers l'engagement. Donc par exemple, on a mis en place une formation sur le fait de devenir acteur de la transition énergétique, où on travaille ensemble avec l'école centrale à Nantes, avec l'école d'architecture et l'école de design en fait à Nantes, en disant finalement chacune de nos écoles a des briques à apporter, et si on ne pense pas en fait la transition énergétique sur les questions techniques, mais aussi sur l'aménagement de la ville, comment éviter les transports, comment créer une ville de proximité, si on ne pense pas en même temps le modèle économique quand même, parce qu'à un moment donné il faut quand même le financer, il faut faire adhérer les différents acteurs, et comment en fait on peut imaginer peut-être effectivement un éco-design en fait des nouvelles activités, des produits, etc. Donc, et pour nous en tant que professeurs aussi, c'est très riche en fait, parce que chaque école effectivement a une façon un peu différente de penser, une façon différente de fonctionner, et ça nous oblige aussi à nous mettre en cause. Donc il y a ce travail-là d'un côté, et de l'autre côté, le fait de travailler avec une organisation comme The Shift, qui aussi est assez critique à l'égard en fait d'un certain nombre de pratiques, et qui nous permet effectivement de nous challenger en permanence en fait, et de montrer aussi finalement à nos étudiants que personne aujourd'hui a les solutions. On sait vers où il faut aller, quel est le modèle qui sera plus désirable, qui est certainement très très différent. Mais on ne va pas pouvoir leur apporter des recettes, mais on peut leur apporter l'esprit critique, un maximum d'ingrédients, et les encourager effectivement de devenir des acteurs, des actrices d'un monde effectivement qui sera différent. Merci beaucoup. Marc, est-ce que vous voulez rebondir sur... Oui, je vais rebondir, et je vais en profiter pour lancer un appel d'ailleurs, parce que par rapport à votre analyse... et votre cri de rage un petit peu là, porté sur la nécessité de vraiment un peu renverser la table, je me dis qu'on a besoin, nous, sur le terrain éducatif, aussi d'acteurs eux-mêmes convaincus, intimement convaincus de cette nécessité-là, et qui soient des transmetteurs convaincants et mobilisateurs pour vraiment impulser ces dynamiques-là. Et donc, moi je veux dire que dans nos établissements, ça vaut pour l'ensemble du système éducatif sans doute, mais en particulier pour les établissements agricoles, on a besoin de recruter des enseignants qui portent voilà, cette flamme-là, mais plus largement des personnels éducatifs, et puis pourquoi pas des personnels techniques. Sachez en tout cas qu'il y a la place dans nos établissements pour venir être des témoins et des transmetteurs de toutes ces valeurs-là, quoi, vraiment. On vit des temps là où le recrutement n'est pas une chose aisée dans plein de branches professionnelles, et ça l'est pas moins pour le milieu éducatif que pour les autres. Je lisais dans le train en venant ce matin, dans notre grand quotidien régional de l'Ouest, que dans les 10 ou 15 métiers qui sont classés là, qui vont être les plus en tension et en demande là, d'ici 2030, l'enseignement est en deuxième place. Donc c'est dire s'il va y avoir vraiment besoin. Donc là, je profite pour lancer cet appel, quoi. Et puis enfin, comme deuxième réaction, je voulais dire que finalement, ce que vous avez formulé, ça touche aussi beaucoup à l'éducatif. Ça touche évidemment à la formation, à la pédagogie et au contenu des programmes, vous avez raison. Mais ça touche plus globalement à l'accompagnement des jeunes dans leur construction personnelle, quoi. Alors ça touche évidemment l'accompagnement des familles, ce sont les premiers éducateurs. Et puis nous, système scolaire, on se sent très interpellés, évidemment, là-dedans. Moi, je voulais vous dire qu'on a au moins la volonté de prendre toute notre place par rapport à ça, et que les écoles, elles sont appelées, évidemment, au-delà des contenus de programme, à faire en sorte que les jeunes soient éveillés vraiment à tous ces grands enjeux de société, et selon évidemment les projets d'établissement, selon leurs obédiences, les priorités qu'ils se donnent, il y a la place pour... on va dire, toutes les valeurs portées par l'humanisme et qui sont censées servir cette cause-là, en particulier celle de protéger la maison commune. Voilà. Merci beaucoup. On va aborder le thème de la compétence. Du coup, Armand,
quelles sont les nouvelles compétences nécessaires pour appréhender les enjeux écologiques et quelles sont les nouvelles compétences attendues par les entreprises? Est-ce qu'il y a un décalage entre cette théorie et cette réalité dans le monde professionnel? Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, je souscris tout à fait à l'idée que c'est un nouveau modèle qu'il faut dessiner. Et je l'ai vécu de l'intérieur, on n'y arrivera pas avec les codes actuels. En revanche, il s'agit d'être pragmatique, c'est-à-dire que autant les programmes de formation initiaux, je vous rejoins et je vous encourage à les redessiner complètement parce qu'il faut réinventer la façon d'apprendre les métiers. Autant les personnes qui sont déjà en entreprise et les entreprises qui sont déjà en place, il ne s'agit pas de les jeter, il s'agit de les aider à s'améliorer et à s'engager dans une voie de transformation qui va vers ce modèle. Et donc c'est véritablement le sens de notre action chez EcoLearn. On est une entreprise à mission et notre mission c'est précisément ça, c'est d'apporter les compétences qui permettent d'engager la transformation durable pour les professionnels qui travaillent dans l'entreprise. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Les professionnels de l'entreprise, ils sont compétents, ils ont des pratiques, une expérience, et il faut redessiner, leur donner des nouveaux codes et des nouveaux outils. Donc on parle beaucoup de double compétence chez nous, c'est-à-dire que les métiers du marketing, les métiers de la finance, les métiers de l'IT, c'est des gens dont on a besoin, c'est des gens qui connaissent leur métier, mais à qui il faut apprendre ce que veut dire la durabilité, les implications profondes que ça va avoir pour leur métier demain. Je prends l'excès de la finance. Les gens de la finance, on a toujours besoin d'eux, on a toujours besoin de financer l'entreprise, on a toujours besoin de s'inscrire dans un mécanisme financier international. Mais c'est des gens qui fondamentalement vont devoir, à apprendre à mesurer l'extra-financier, et 2, à savoir faire des arbitrages entre l'extra-financier et le financier pour être en mesure d'entraîner l'entreprise dans cet équilibre entre de la profitabilité et une contribution à la société. Et si on prend tous les métiers de l'entreprise, il s'agit systématiquement de dessiner un projet et de souscrire à un projet et de l'appliquer à son métier et de l'outiller. Donc ce qu'on enseigne à travers nos formations, c'est cet équilibre entre écrire une vision pour une entreprise et pour les métiers qui agissent dans cette entreprise, dans une perspective très long terme et holistique, et c'est ce qui fait toute la complexité, c'est que je vous rejoins, on ne peut pas dissocier les inégalités du changement climatique, des enjeux de gouvernance, etc., des enjeux politiques de l'entreprise, et pour autant, il faut apporter des outils, parce qu'il y a une grammaire, donc il faut apprendre à construire de la data extra-financière, à réfléchir à ce qu'est une communication de marque durable, ce qu'est faire un projet d'ingénieur éco-conçu, etc., etc. Merci beaucoup Arnaud. Et je voulais quand même aborder la... Juste oui. Une petite... Vous avez parfaitement raison, hein, vous avez tous raison de toute manière. Mais ce qui est très important, c'est de connecter la compétence au dessin EIN, c'est-à-dire au projet. Et souvent, on est sur les compétences sans les connecter au projet. Alors, on voit bien que ce soit les jeunes, mais aussi les moins jeunes, il y a une demande de sens. D'accord ? Alors, le sens, c'est quoi ? Le sens, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, dans quel sens on va ? C'est pas aussi le sens au sens, la sémantique, mais dans quel sens on va ? Donc, la nature du projet. Et toute la difficulté et la beauté de l'ingénierie pédagogique, c'est de donner du sens à la compétence, c'est-à-dire, en fait, au service de quoi tout ceci se met. Et on oublie souvent le service de quoi. Souvent, c'est des services très très locaux qui sont en fait ceux du process et pas tellement ceux du projet. Et toute la problématique, c'est comment on amène une culture du projet dans l'entreprise. Ce qui est assez rare. Hein. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui a un grand projet. Voilà. Et on voit bien combien ça est en train de prendre sa place. Mais il faut aller beaucoup plus loin, et particulièrement dans le domaine de la formation, c'est-à-dire reconnecter les savoirs, les compétences, les méthodes, les outils, les pratiques à où est-ce qu'on va, quoi. On va là-bas. Et à partir du moment où on fait ça, je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimiste. Et vous avez bien raison. Vous vouliez rebondir ? Oui, peut-être sur cette notion de compétence qu'on approche peut-être souvent de manière un peu opérationnelle, quoi, finalement, hein, contextualisée professionnellement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution quand même que moi je vois arriver dans notre manière de faire, c'est éveiller vraiment les apprenants à la complexité des situations au sens où tout est lié finalement. Tout est lié. Et on a quand même aujourd'hui un vrai décloisonnement de tous les champs disciplinaires, l'ouverture à la plurie évidemment et au fait d'observer en situation professionnelle comment tout ça interagit
comment tout ça s'entrecroise. Et cette conscientisation de la globalisation des sujets, je pense que ça aide à en prendre la mesure et ça aide à se motiver pour y prendre toute sa part dans la résolution, quoi, je pense. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment aborder le thème de la difficulté lors des initiatives dont vous parlez, voilà, dans ce processus de réinvention. Quels sont les obstacles rencontrés avec les différentes parties prenantes? Je pense aux étudiants ou bien auprès des professeurs de l'administration ou des employés de la hiérarchie. Voilà, vous pouvez prendre la parole librement sur le sujet. Si je commence, effectivement, il y a d'un côté des difficultés en interne, parce que les professeurs, par définition, ont encore souvent l'impression qu'ils savent ce qu'il faut transmettre. Donc leur dire à un moment donné, en fait, votre contenu doit changer et on veut regarder si, effectivement, les contenus que vous enseignez, les compétences que vous transmettez vont dans le bon sens. Si je reprends ça, ça ne va pas forcément de soi, en fait. Donc, évidemment, il faut qu'on les amène à dire, voilà, vous êtes aussi encore en apprentissage. Vous-même, vous devez être formé peut-être à des transformations, à des transitions. Et ça ne va pas forcément de soi. Donc, il faut qu'on dise, effectivement, que la formation, c'est tout au long de la vie, y compris pour les profs. Il faut aussi certainement encore plus travailler sur les compétences pédagogiques, parce qu'en France en particulier, on a souvent pensé qu'il suffisait d'être expert d'un domaine pour aussi pouvoir le transmettre très très bien, et on voit bien que derrière aussi, il y a d'autres pédagogies en fait, qui sont nécessaires, beaucoup plus participatives, etc., qui impliquent les différents éléments, et donc on a presque besoin autant d'experts que d'ingénieurs pédagogiques aujourd'hui, et donc là aussi il y a cet accompagnement, donc c'est quand même un vrai enjeu, pas si simple que ça. Et de l'autre côté, il y a effectivement de plus en plus d'étudiants qui sont intéressés par ces thématiques-là. Mais il y en a aussi d'autres qui restent inquiets et leurs parents sont inquiets et qui disent est-ce que vraiment en fait, c'est la bonne façon de faire? Est-ce que ça va vraiment permettre de décrocher un emploi qui paye aussi suffisamment? Est-ce que vous n'allez pas en fait, vous enfermer dans des métiers qui sont uniquement réservés à des ONG, des social business, qui ont des niveaux de salaire bien inférieurs aux autres? Et donc là aussi, il faut qu'on combatte le fait que, en fait, quand on s'engage pour l'écologie et la justice sociale, c'est pas compatible avec un bon niveau de salaire et une belle carrière professionnelle. Au contraire, en fait, à titre personnel, je pense que demain, ceux qui ne vont pas avoir ces compétences-là vont avoir du mal à décrocher un job, y compris dans des entreprises très, très prestigieuses. Et ça va être au contraire compliqué. Mais pour l'instant, il y a encore un petit doute qu'il faut qu'on combatte collectivement en disant c'est ça l'avenir et vous pouvez tout à fait travailler à la fois pour votre propre projet, pour votre bien-être et pour le bien-être de la société et de la planète. Merci beaucoup. Arnaud ? J'enchaîne. Alors, je vais le dire avec le sourire, mais malheureusement, c'est aussi critique. C'est que je pense que la difficulté principale aujourd'hui à laquelle on est confronté, c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'on a peu de temps pour engager la transformation, même si elle durera longtemps. Mais je ne vais pas faire écho à tout ce qu'on s'est dit sur le changement climatique, etc. Mais on a la chance maintenant d'être à un moment où la prise de conscience est effectuée à tous les niveaux dans la société, dans les entreprises. Et on a cette chance unique de pouvoir engager la transformation, mais il faut le faire tout de suite. Et aujourd'hui, notre principale difficulté chez EcoLearn, c'est qu'il y a un besoin de formation qui est en train de littéralement exploser, mais exploser. Et les besoins sont phénoménaux. Il faut former tout le monde. Tout le monde doit comprendre ce qui se passe et personne n'a véritablement compris aujourd'hui. Et donc, il s'agit d'aller vite et d'apporter des contenus et des formations de qualité qui soient bien conçus et qui permettent de transmettre ce savoir et ces compétences aux gens qui vont pouvoir les appliquer rapidement. Donc, pour nous, c'est une gageure parce qu'il faut qu'on accompagne cette croissance très rapide. Et à un moment qui lui-même est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on hérite d'une situation où la réflexion, la conceptualisation sur les enjeux de développement durable existe, mais j'estime qu'elle est assez insuffisante. Je prends un exemple, alors je ne sais pas s'il y a des personnes de ce métier dans la salle, mais le marketing, par exemple, il n'a pas fait sa révolution copernicienne sur c'est quoi une marque durable. Et pourtant, ça fait quand même 20 ans qu'on a des marques qui se veulent engager, mais l'enseignement du marketing durable est encore à ses débuts. Et
il se trouve que donc on a ce besoin de rattraper un peu le retard d'engagement dans la production de contenu scientifique et de conceptualisation à un moment où l'histoire s'écrit sous nos yeux, à une vitesse d'accélération qui est phénoménale. On l'a vu en l'espace de 2 ans, on a connu le Covid, on connaît la guerre en Ukraine, qui sont des sujets qui ont des répercussions immédiates sur les enjeux de durabilité. Et les choix de demain s'écrivent aujourd'hui. Donc on est sur une matière qui n'est pas encore solidifiée et qui s'écrit sous nos yeux. Donc on doit concevoir des formations qui rattrapent cette conceptualisation, qui s'appuient sur ce qui existe. Et aujourd'hui, j'ai tendance à penser que les personnes qui sont les plus au fait de ce savoir en matière de développement durable, ce sont les praticiens, ce sont les experts en cabinet de conseil, ce sont les directeurs de développement durable. Donc il faut aller les chercher, mais aussi mettre autour de la table des personnes qui peuvent nous aider à aller plus vite, à conceptualiser, et c'est là où le manque d'académique a une place à jouer. Et en même temps, il faut se laisser de la latitude pour écrire au fur et à mesure les formations et les mettre à jour en continu. Ça, c'est indispensable. Et dernière chose, mais ça, c'est notre orientation très entreprise, il faut trouver cet équilibre que vous évoquiez entre dessiner cette vision et savoir décrire ces mécanismes vers quoi on doit aller à un horizon de 10-15 ans, mais donner de la pratique. Il faut que les gens soient capables d'agir dès le lendemain dans leur entreprise et savoir par quoi commencer, sachant qu'on s'adresse à quelque chose qui est phénoménal. C'est une montagne qu'il faut gravir, mais il va falloir bien tracer des escaliers dans cette montagne. Merci beaucoup. Alors sur les difficultés rencontrées, la première qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Et une de celles, sans doute, qu'on rencontre le plus souvent, c'est qu'il y a une attente de davantage de qualité dans les produits et les services offerts, et en même temps, le souhait que ce soit toujours moins cher. Ça nous amène vraiment dans des grandes difficultés, quoi. Actuellement, il y a un certain nombre de filières d'agriculture biologique qui sont en difficulté devant cette équation-là insoluble. Je pense à la filière laitière en particulier, où on a une proportion significative, à peu près un quart de la production laitière biologique qui n'est pas commercialisée sur le marché bio, parce que le marché est saturé. Alors qu'on a encore devant nous 2 années de conversion, parce qu'une conversion en agriculture biologique, quand on vient du conventionnel, ça prend 2 ans. Donc il y a déjà des gens engagés en conversion. Ça veut dire que la quantité offerte va encore augmenter significativement pendant 2 ans sur un marché saturé aujourd'hui. Donc on a un vrai problème là, de ce point de vue-là, avec des demandes qui ne sont pas assumées, on va dire, en tant que citoyen, que consommateur, etc. Je voudrais citer un exemple concret que je vis, moi, sur notre établissement. On a une exploitation, comme je vous le disais. On l'a fait certifier HVE, donc haute valeur environnementale, au niveau 3, le plus élevé, donc avec des pratiques acculturales, etc., beaucoup plus respectueuses de l'environnement, un programme de préservation de biodiversité, etc. Mais tout ça pour produire toujours, j'ai envie de dire, le même produit sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valorisation particulière réservée à cet effort-là. Donc comment étendre cette démarche qu'on a eue nous et qu'un certain nombre de producteurs ont, comment l'étendre, pour ne pas dire même la vulgariser complètement, s'il n'y a pas une reconnaissance sociétale en face? C'est vraiment compliqué. Ça repose uniquement sur ces convictions dont on parlait tout à l'heure, vraiment intrinsèques, personnelles. Et c'est pas toujours suffisant, quoi. Je voudrais citer l'exemple, encore une fois, de la loi Egalim. Vous en avez sans doute entendu parler, cette loi qui veut que, notamment dans la restauration collective, on intègre davantage de produits locaux et de produits sous signe de qualité. Bon, bah, très bien, on a décrété ça, elle est censée se mettre en œuvre, mais il n'y a pas eu de moyens accordés à toutes les structures qui pourraient être les premières à réagir à ça. Je pense notamment à tout l'univers scolaire. Dans toutes nos restaurations scolaires, ce serait assez facile, effectivement, de mettre ça en œuvre si on avait les quelques euros complémentaires qu'il faut savoir mettre en face si on veut avoir 20% de produits bio dans l'assiette de nos jeunes apprenants, quoi. Donc on est resté au milieu du gué, quoi. On a pris une décision politique, mais comme on ne mobilise pas les moyens, c'est compliqué pour les établissements de les mettre en œuvre. Et puis enfin, je voulais ajouter sur les difficultés, celles qu'on peut rencontrer parfois pour les mobilités à l'international de nos apprenants. On sait tous que les programmes Erasmus ont pu apporter, c'est vraiment formidable, parce que je pense que dans cette conscientisation dont on parlait tout à l'heure, le fait d'aller voir ailleurs, ça peut être très aidant aussi. Notamment là où il y a peut-être un peu d'avance qui a été prise.
Mais ça reste compliqué aujourd'hui, cette mobilité à l'international, pour les apprentis. Parce que rendre mobile un apprenti, c'est plus engageant que simplement le déplacer, le loger, le nourrir. Il y a la dimension, évidemment, contrat de travail et la prise en charge du salaire. Donc il y a tout un travail qui se fait en ce moment au travers d'une association qui existe, qui s'appelle Euro Mobility App, comme apprenti, et qui veut faire bouger aussi des textes législatifs pour qu'il y ait une harmonisation au moins européenne, et puis si on peut davantage, sur tous les statuts sociaux, les prises en charge, les assurances, pour qu'on rende possible cette mobilité des apprentis, parce qu'en allant voir ailleurs, on s'ouvre aussi énormément à la prise en compte de tout ça. La difficulté, c'est aussi la difficulté de la situation. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le disiez, il y a urgence, quoi. Il faut absolument qu'on se mette en mouvement tout de suite. On ne va pas attendre que le système soit à la hauteur des enjeux pour commencer à transformer les gens et donc le monde. Donc il faut des pionniers. Il faut absolument qu'il y ait des pionniers, des gens qui se lancent, qui prennent des risques. Mais ça sera insuffisant. Mais au moins, ils montrent la voie. Puis ensuite, la grosse difficulté, c'est quand même c'est l'inertie systémique. C'est-à-dire que quand même, on est dans encore une fois, et la France, c'est vraiment la parfaite démonstration de ça. C'est un système académique et un système, je dirais, d'enseignement supérieur qui est plutôt déconnecté du réel. Et quand je dis plutôt, c'est un euphémisme. C'est-à-dire c'est très déconnecté du réel, où on est justement sur des problématiques de discipline, de savoir, de transmission, là où en fait il y a une urgence, c'est comment on fait pour pas tous crever, pratiquement, c'est à peu près ça. Et donc, pour moi, la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va falloir se réinventer complètement, donc être dans une forme à la fois de conscientisation de l'urgence et puis aussi de la mise en mouvement. Et là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on pourrait dire finalement ça. Typiquement, les entreprises savent faire ça, parce que les entreprises, leur survie dépend de leur capacité à s'adapter à la situation. Ce qui n'est pas exactement le cas des institutions qui résonnent sur des dizaines d'années. Et il y a des entreprises qui sont des écoles. Donc les écoles privées, on pourrait dire, c'est formidable, les écoles privées vont être ces pionnières qui vont... Oui, sauf que les écoles privées, elles sont résolument pas en charge de l'intérêt général. Elles sont plutôt en charge de leur intérêt personnel. Surtout depuis qu'on voit que c'est un marché fantastique et que les fonds de pension s'y précipitent. D'accord ? Un fonds de pension, on connaît bien leurs objectifs. C'est pas tellement la pédagogie, c'est le pognon. D'accord ? Voilà. Et donc, et de l'autre côté, on a la puissance publique qui, a priori, est porteuse de l'intérêt général. Et on l'a bien vu, la crise du Covid, c'est quoi qu'il en coûte, je mets des milliards sur la table et je sauve la situation. D'accord ? Donc, la puissance publique, elle est porteuse de l'intérêt général, elle l'a démontré de manière extraordinaire là. Comment on combat l'inertie systémique de l'enseignement supérieur? À mon avis, on peut mettre plusieurs thèses là-dessus, d'accord? C'est un programme explosif parce que la résistance, elle est gigantesque. Gigantesque, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur pense que le monde n'a pas changé. Et donc, il faut avoir cet esprit d'initiative, de pionnier, et il faut aller planter des petites graines dans les interstices du système éducatif, qu'il soit privé ou public, et on les met, comme les graines sont petites, les institutions sont d'accord, il faut les arroser, ils ne savent pas que ces graines sont des graines de baobab, d'accord ? À croissance rapide. Ça va faire exploser le système, d'accord ? Ça va le faire exploser. C'est tout l'objet, par exemple, quand on crée une école de design au sein d'une université, visionnaire, qui s'y voit émerger par l'université, et que dans le cadre d'une école d'ingénieurs, il y a quelqu'un qui est en charge de l'instillation de ces graines de baobab, elle est là d'ailleurs au premier rang, on commence à faire le boulot. Mais on est dans une situation, celle que vous décriviez, il y a une urgence absolue, et en même temps, il faut penser à long terme. Comment on fait les deux ? Ça fait la joie de nos vies de pédagogues, ça fait aussi nos angoisses de nos vies de pédagogues, parce qu'on est à la fois garant de la transmission au jour le jour, au quotidien, et en même temps, on est en train de se projeter à 20 ans. C'est-à-dire, que feront nos étudiants diplômés le jour où ils auront les manettes ? C'est tout l'enjeu, c'est de faire les deux, en fait. C'est une vie compliquée. Et il reste 5 minutes à peu près sur la durée totale de la table ronde. Est-ce que peut-être il y a des personnes qui ont des questions sinon moi j'en ai une dernière, mais je laisse la parole.
Bonjour, je suis Nathalie Stenberg, je suis coach et j'accompagne les entreprises à développer leur impact, leur responsabilité sociétale et environnementale en incluant les objectifs du développement durable dans leur plan stratégique et leur vision. Et je travaille depuis 20 ans en bénévole pour une école supérieure de commerce dont je ne donnerai pas le nom. Je suis administrateur et je m'interroge beaucoup, un peu comme vous, monsieur Sobiac, c'est ça ? Je m'interroge beaucoup sur l'attitude et la cohérence entre l'attitude des personnes qui dirigent les écoles et l'enseignement supérieur et ce qu'elles enseignent. Et je pense que cette cohérence, c'est le démarrage de tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez raison. C'est aussi simple que ça. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et globalement, si on parle des dirigeants de l'enseignement supérieur, l'engagement pour ces thématiques-là n'était pas un critère de recrutement, d'évaluation jusqu'à maintenant, en fait. Et donc, je pense que c'est dommage parce qu'en fait, on aura du mal, en fait, à faire les transformations profondes s'il n'y a pas à la tête de ces institutions des gens qui sont convaincus. Donc, il faut espérer que ça change. Il y a encore 2 ans, j'étais dans une conférence où il y avait des dirigeants de grandes écoles de management et des dirigeants d'entreprises. Et il y avait un débat. Les entreprises interpellaient les grandes écoles sur la nécessité de se transformer. Et beaucoup de dirigeants d'école disaient oui, mais il y a les classements en fait, qui nous empêchent de faire ça. Et le dirigeant d'entreprise, à juste titre, disait oui, mais si aujourd'hui une entreprise disait je regarde uniquement mon cours en bourse, ça sera choquant pour tout le monde en fait. Donc il faut effectivement des leaders, il faut des pionniers. Et j'espère effectivement que la prochaine génération des dirigeants de l'enseignement supérieur sera profondément en fait ancrée sur ces valeurs-là. Alors on a une autre question. Oui, bonjour. Très brièvement concernant le lait bio, etc. En fait, une des plus grosses problématiques qu'on a actuellement, c'est qu'on n'intègre pas les externalités dans le coût de revient de ce qu'on produit. Et si on rentrait en ligne de compte tout ce qui est service écosystémique rendu par tel ou tel mode d'exploitation de production, on rencontre exactement la même logique destructrice sur l'exploitation forestière, dans lesquelles on n'intègre absolument pas tout ce qui est préservation de la biodiversité. Enfin voilà, je crois qu'une des bases de notre problématique provient de là aussi. Vous avez complètement raison, hein, et je pense que c'est un de nos missions, c'est de changer la manière dont on mesure. Parce que la mesure, elle est aussi à l'image d'un instrument, hein, du projet. Et c'est sûr que notre comptabilité est une comptabilité, je dirais, cartésienne, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la nature, il y a de l'autre côté l'homme. Mais la nature est à la disposition de l'homme, il peut l'instrumentaliser comme il veut, ça n'a aucune importance. C'est faux, d'accord ? C'est complètement faux, mais c'est pour ça que ça va être très compliqué. C'est-à-dire comment on passe d'un paradigme à un autre, et donc d'un système de mesure à un autre. C'est tout l'objet. D'une certaine manière, ça pourrait symboliser la difficulté qu'on a, c'est-à-dire comment on mesure tout ça, parce que c'est à partir de nos mesures que nous prendrons les bonnes décisions. Voilà, donc tout dépend de la mesure. Comment être mesuré ? Je vais me permettre aussi de réagir parce que la question que vous soulevez, elle est évidemment extrêmement importante et au niveau agricole, elle est vécue de manière extrêmement douloureuse parce que quand vous dites qu'on ne prend pas en compte tous les coûts, moi je vais rappeler ici qu'en agriculture, en fait, la question ne se pose pas comme ça. C'est le seul métier dans lequel le producteur n'a pas son mot à dire par rapport au prix qui lui est accordé. Alors beaucoup m'interpellent là-dessus en disant mais comment c'est possible, si ça lui convient pas, il a qu'à pas vendre. Mais c'est juste pas possible parce que nous on est dans le monde du vivant. Et quand on a trait le lait le matin, évidemment il faut qu'il parte parce qu'il y a le lait du soir qui va arriver. Quand les porcs sont nés, au bout d'une certaine durée d'élevage, il faut qu'ils partent parce que ceux qui sont nés après arrivent. Donc on n'a pas le choix. Donc voilà, le système a été fait comme ça. Enfin. Bon, après, on peut aller plus dans le détail, parce qu'il y a d'autres modèles de circuits courts, etc., qui permettent justement de s'émanciper de ça, mais qui ne peuvent pas se décliner non plus sur tout le territoire, parce qu'avec l'urbanisation de la société, on a des grandes métropoles qu'il faut bien nourrir. Elles ne vont pas se nourrir avec le voisin agriculteur, parce qu'il n'y en a pas. Donc,
on est devant des problèmes majeurs qui, pour juste terminer là-dessus, imposent une prise de conscience vraiment sociétale de chaque citoyen. C'est à chaque citoyen de prendre sa part dans la résolution du problème et de se dire, dans mes priorités, budgétaires en particulier, il faut que je réserve un montant suffisant pour honorer une organisation sociétale qui convient à mes valeurs. Et on en est loin, effectivement, aujourd'hui, parce que les abonnements téléphoniques sont passés bien avant, effectivement, l'alimentation. Et si je puis me permettre, parce que la question que vous posez, elle est absolument fondamentale et significative dans le monde agricole, mais en fait, c'est le biais structurel de nos organisations, en tout cas économiques. C'est cette question des externalités qui ont été négligées, occultées et oubliées, mais qui sont réelles. C'est-à-dire qu'il y a des impacts environnementaux et sociaux, et aujourd'hui, on les paye. Donc, il va falloir trouver des façons, il faut le mesurer, et il faut les réintégrer dans le modèle. Mais la difficulté que ça soulève, c'est que quand on tire le fil de ces externalités, on arrive à un point, et là je rejoins complètement Dominique, c'est, je crois que vous avez dit, le pognon. C'est-à-dire que tout ça va avoir des impacts sur la rentabilité. Et donc on a beau retourner le problème dans tous les sens, il va falloir qu'on apprenne à créer des modèles économiques qui sont moins avides, moins gourmands. Et demander des taux de rentabilité à 15, 20%, même 12%, c'est décalé, c'est inadéquat par rapport à ces fameuses externalités. Et alors là, je rejoins complètement Dominique, c'est le problème fondamental auquel on va se confronter. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas fait cette acceptation de revenus, et il ne s'agit pas d'aller dans la perte ou dans de l'inefficacité économique, il s'agit juste de remettre les pieds sur terre en disant il y a une rentabilité qui est suffisante et au-delà, c'est indécent, simplement. Merci beaucoup Arnaud. La table ronde touche à sa fin. Je voulais vraiment vous remercier pour votre disponibilité, votre éclairage sur ce